On a annoncé un investissement la semaine dernière dans une boîte qui s'appelle Midas et qui opère dans le segment qu'on appelle Real World Asset Tokenization. Un segment pas mal à la mode en ce moment. Ouais, c'est un segment qui a bien le vent en poupe. Yes. Et on avait regardé beaucoup de solutions similaires à Midas Mhm. qui font ce qu'on appelle de la tokenisation de bons de trésor américains. Sur la période de temps qui s'est écoulée entre le moment où on est rentré dans la boîte et le moment où la boîte fait un nouveau tour d'investissement, si notre conviction est restée la même, dans ces cas-là, on va essayer de mettre le maximum possible. Salut à toutes et à tous, ici Gary Beneza pour le podcast de Cryptost. Aujourd'hui, j'accueille Marguerite de Tavernost. Salut Marguerite. Salut Gary. Ravi de t'avoir ici. Donc, tu es VC Web3 chez KT Ledger, Ledger KT, KT Innovation. Un peu des deux. Ledger KT, on va Ok. aller sur Ledger KT. Mais... Ok, d'ailleurs, on pourra expliquer peut-être la différence entre les deux. Bien sûr. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Du coup, merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Marguerite de Taverneau. J'ai commencé chez Ledger KT il y a presque 2 ans maintenant. Et avant cela, j'ai vécu à Londres pendant 9 ans. J'ai toujours évolué dans l'écosystème de la tech. Je faisais du conseil en stratégie digitale à l'époque, notamment pour des acteurs comme Fannie Mae à Washington, où on avait beaucoup travaillé sur des sujets de blockchain. Ensuite, j'ai fait du capital risk early stage dans 2 fonds basés à Berlin, Headline et Cherry Ventures. Et je suis rentrée à Paris il y a 2 ans pour rejoindre Ledger KT. Cherry Ventures, d'ailleurs, c'est un fonds crypto, non? Oui, Ouais. en fait, juste après, quelques mois, 6 mois après mon départ, en 2022, Cherry a lancé Cherry Crypto. À l'origine, c'est un fonds de seed et de série A, enfin principalement de seed, qui investissait dans la tech de manière générale. Et Patrick Meyer, qui est extraordinaire et un très bon expert dans son domaine, maintenant gère le fonds Cherry Crypto, qui a été lancé il y a 2 ans maintenant. Ok. Avant qu'on présente peut-être Ledger KT, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un peu le métier de VC finalement? Oui, bien sûr. Le métier de VC, ça consiste, il y a 2 pans principaux. Le premier et le plus important est de trouver des bons entrepreneurs en qui l'on croit et de investir dans leur boîte en échange de participation dans la boîte. Donc on va apporter du capital, en échange de quoi on va obtenir des parts. Et l'idée, c'est d'investir sur le long terme et que la boîte ensuite ou bien fasse une IPO et fasse une sortie du coup sur les marchés publics. Ça, c'est en général, c'est un peu le dream. Ça, c'est le dream case Ouais. scénario. Ou bien la boîte est rachetée. Et donc l'idée, c'est en général, on travaille sur des périodes d'investissement d'une dizaine d'années. Donc on compare souvent l'investissement du capital risque avec l'entrepreneur à une relation de mariage, puisqu'on y est vraiment sur le long terme. Donc ça, c'est le premier pan du job, et avec une partie très importante également qui est en fait le deal making, donc trouver ces entrepreneurs et faire en sorte d'être le fonds que l'entrepreneur choisit pour l'accompagner. Donc en général, on se retrouve souvent dans les marchés actuels sur des deals très compétitifs. Il y a une partie qu'on appelle le portfolio management, c'est toutes les années qui vont suivre, comment est-ce qu'on aide la boîte à se développer de manière et à obtenir le meilleur succès possible. Donc ça va passer par différents types de conseils stratégiques sur la direction que va prendre la boîte. Donc ça, c'est en général quand on participe au board. Et ensuite, le deuxième pan, c'est le fundraising. Donc nous-mêmes, en fait, on part en levée de fonds. Et ça, c'est en général avant que le fonds soit lancé. Et donc, on va nous-mêmes aller voir des institutionnels, des corporates, des family office. Et on va leur dire, voilà en fait le projet qu'on a, voilà notre thèse d'investissement, voilà notre équipe. Est-ce que vous êtes prêt à nous confier votre argent? On prend des tickets entre telle et telle somme. Et en fait, c'est en réunissant ces différents tickets qu'on a le fonds. On fait ce qu'on appelle un premier closing, Mhm. qui va permettre de déployer l'argent qu'on a pu rassembler auprès de ces investisseurs, qu'on appelle nos LP, c'est des Limited Partners. Et ensuite, on déploie cet argent dans les boîtes portfolio, enfin, en faisant des investissements et en allant trouver les bons entrepreneurs. Ouais. Avec, j'imagine,
un déploiement sur plusieurs années et pas tout d'un coup. Exactement. En général, le déploiement, après ça dépend beaucoup des conditions du marché. Dans le marché de 2021, où l'argent était il y avait une liquidité très importante dans le marché et où les entrepreneurs pouvaient trouver de l'argent très facilement. Voilà, le déploiement allait se faire sur une période entre 12 et 18 mois. Dans des marchés actuels où la situation économique est plus compliquée, où c'est plus compliqué de trouver des projets tangibles dans lesquels on est prêt à investir, le déploiement va se faire sur une période en général de 4 ans. Après, ça varie d'un fonds à l'autre, ça dépend beaucoup de la taille du fonds, ça dépend de la thèse d'investissement qui a été avancée auprès des limited partners. Mais en général, oui, on regarde plutôt des périodes autour de 4 ans. Et si on regarde un peu les 2 dernières années, qui ont été ce qu'on appelle un bear market, on a vu beaucoup de fonds qui avaient en fait levé énormément de fonds eux-mêmes et qui étaient assis sur ce qu'on appelle de la dry powder et donc en fait qui avaient énormément de liquidités à disposition et qui avaient du mal à déployer cette liquidité parce que les conditions de marché étaient telles qu'il était très compliqué de trouver ou des projets stables et tangibles ou de trouver des deal termes en termes de valorisation et de taille de ticket qui correspondaient aux thèses d'investissement que les fonds avaient avancées auprès de leurs limited partners. Ok, c'est intéressant parce que ça veut dire quand même que malgré le bear market, il n'y avait pas des boîtes qui étaient prêtes, je veux dire des projets prometteurs qui étaient prêts à brader peut-être de l'equity pour lever parce qu'ils étaient en manque de liquidité. Oui, alors ça, c'était très intéressant à voir, surtout en comparant, moi je viens de l'industrie du coup plus traditionnelle du VC, de la tech, et je suis ensuite allée dans l'industrie spécifiquement du Web3 et de la blockchain. C'était intéressant de voir les comparaisons. On a beaucoup remarqué que dans l'univers de la crypto, autant dans l'univers de la tech, il y a des réajustements qui se sont faits très rapidement, tout simplement parce que les boîtes avaient besoin de liquidité et n'avaient pas mis l'option. Dans l'univers de la crypto, comme c'est une industrie beaucoup plus naissante, il n'y a pas de standard déjà établi et il y a quand même une dimension spéculative qui est encore beaucoup plus présente que dans d'autres industries. Et on a vu que la correction avait mis beaucoup de temps à se mettre en place. Et dans certains cas, on a vu beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont jamais voulu réajuster leur valorisation. Comme tu dis, brader pour s'adapter aux termes du marché. Et donc, on a vu beaucoup de boîtes qui sont restées en levée de fonds entre 6 et 12 mois avant de comprendre qu'en fait, il y avait vraiment un ajustement à opérer et qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas demander les mêmes termes à un investisseur que ce qu'on demandait dans le marché 2021, qui était aussi, par ailleurs, un petit peu démesuré et qui avait pris une direction qui n'était pas forcément la plus saine. Donc, on a eu du mal à trouver aussi un juste milieu et une correction qui convenait à tout le monde. C'est intéressant, c'est-à-dire que les entrepreneurs ont été trop habitués par les conditions de 2021 en pensant que ça allait durer, de cet argent qui était à l'époque un peu gratuit, parce que les taux directeurs étaient à 0% quasiment. Donc, Exactement. Et en fait, les fonds ont beaucoup surfé sur la hype, et donc ont levé des fonds énormes, et en fait, après, n'avaient plus suffisamment de projets dans lesquels les déployer. Okay. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le phénomène où les projets ont tellement levé en 2021 qu'ils n'étaient peut-être pas à court de liquidité, donc ils pouvaient aussi se permettre d'attendre avant de brader leur equity? On l'a vu dans certains cas, mais en général, les projets qui ont beaucoup levé en 2021 avaient un burn rate qui était encore en corrélation directe avec les montants qu'ils avaient levés. Donc, ce n'est pas forcément les projets qui avaient le plus levé qui ensuite avaient suffisamment de liquidité pour les 3 prochaines années. Évidemment, dans certains cas, ceux qui pouvaient se le permettre ont repoussé au maximum la levée de fonds. Et aujourd'hui, on est dans un marché qui a vraiment repris et qui est un bull market. Donc, ceux qui ont pu se permettre d'attendre ont eu raison d'attendre d'un point de vue entrepreneurial. En revanche, c'était pas toujours, ils n'ont pas toujours pu se le permettre. Ok. Aujourd'hui, on a pas mal parlé de Cathay Ledger, donc, le fonds pour lequel tu travailles. Est-ce que tu peux expliquer peut-être quel est ce fonds? Donc, c'est un peu une alliance entre Cathay et Ledger. Je crois c'est complètement une alliance, oui, bien sûr. Alors, je vais juste expliquer un petit peu les parcours des deux boîtes et d'où vient le partenariat et comment le fonds fonctionne. On a Cathay d'un côté qui a une expertise d'investissement.
Donc Cathay a commencé initialement avec des fonds de private equity small cap et mid cap. L'idée initiale de Cathay était de faire un pont entre la Chine et la France et d'aider les entrepreneurs chinois à aller en France et les entrepreneurs français à aller en Chine. Et finalement, Cathay est très rapidement devenue une plateforme globale. Donc on a des bureaux à Singapour, aux États-Unis, à New York et à San Francisco, en France, à Paris et à Berlin et à Madrid. Ah oui, quand même. Vous êtes combien dans l'équipe d'ailleurs Au total, on est plus d'une centaine. Ok. Sur Cathay Innovation, donc c'est-à-dire les fonds de capital risque, en France, on est une quinzaine. Et en fait, justement, les activités de Cathay en capital risque se sont lancées en 2016. On a fait 3 fonds. Un premier fonds qui faisait 250 millions, qui investissait à partir de la série B dans des boîtes de la tech, tout secteur confondu. Série B, juste pour l'audience, est-ce que tu peux Bien expliquer sûr. Oui, série B en alors, général. sachant que ces montants ont peut-être évolué entre 2021 maintenant, mais Oui, grosso modo. c'est pas faux. La série B, donc c'est un certain niveau de maturité de la boîte. Donc en général, ça va être des tours qui vont être autour de 20 millions et jusqu'à 50 millions en fonction de quel marché on parle. Nous, Cathay, on mettait un ticket initial dans les séries B jusqu'à 35 millions, donc, et en général minimum 15 millions. Donc ça, c'est un petit peu positionnement. Et en général, à partir de la série B, la boîte a un produit qui est déjà existant et qui a trouvé son product market fit, a des équipes déjà assez conséquentes. En général, c'est des équipes qui sont déjà autour d'une cinquantaine de personnes, qui ont déjà des premiers signes d'expansion internationale. Donc on est à un niveau de maturité qui est déjà un petit peu plus établi. Et nous, du coup, on a une vraie carte à jouer sur l'aide à l'expansion internationale, sur sécuriser des partenariats commerciaux avec des grosses institutions ou des gros corporates qui peuvent être plus durs d'accès avec des longs cycles de vente, ou alors quand le marché adressable s'adresse davantage à des SMEs par exemple, on a également un gros réseau là-dessus. Quelles sont les problématiques aussi par rapport à embaucher des personnes très seniors et très qualifiées, comment on attire ce genre de profil, comment on trouve ce genre de profil. Donc ça, c'est des questions qui sont en général assez clés au niveau de la série B parce que c'est vraiment le moment où la boîte prend un tournant et n'est plus seulement au stade de start-up, mais a un vrai challenge de scalabilité où on passe vraiment sur la catégorie d'après. Et donc, c'est pas les mêmes mécanismes, c'est pas les mêmes process, et c'est pas les mêmes talents non plus en interne qui sont requis. D'ailleurs, même en termes peut-être de CEO, est-ce que parfois un CEO qui a été bon pour créer une boîte de 0 à 1, est-ce qu'il va être bon aussi pour passer de 1 à la suite Oui, tout à fait. Alors, typiquement, au sein de la série B, on préfère quand même que le CEO reste en place. Nous, de manière générale, quand on investit, on aime bien que l'équipe fondatrice qui a apporté le projet au début soit celle qui reste sur le long terme, et parce que c'est quand même il y a une attache émotionnelle, il y a une vision, il y a un projet, et ça a été en général construit autour de cette équipe fondatrice. Ça a attiré certains talents. Donc, en général, c'est pour ça aussi que c'est un niveau critique sur la construction de la leadership team et au niveau donc exécutif, sur tout ce qu'on appelle les head of revenue, head of legal, où ça va être des calibres un petit peu plus différents, des personnes beaucoup plus qualifiées avec une expérience de plusieurs dizaines d'années en général. En revanche, tu as tout à fait raison, c'est pas les mêmes compétences qui sont requises pour construire une boîte de 0 à 1, de 1 à 2, et donc il peut y avoir des changements qui sont opérés. Et on l'a vu aussi dans beaucoup de boîtes du portefeuille. En général, ça dépend un petit peu. Ça peut s'effectuer en général plutôt au niveau de la série C. Et dans ces cas-là, à voir si c'est une réorganisation entre les différents cofondateurs, ou est-ce qu'effectivement il y a un changement de CEO qui peut être opéré parce qu'en fait c'est tout simplement pas les mêmes, c'est pas le même job. Complètement. Et puis j'imagine qu'au bout d'un moment, peut-être l'entrepreneur, il veut peut-être passer à autre chose aussi, parce que ça fait un Exactement, moment... oui, et c'est souvent aussi d'ailleurs des requêtes de l'entrepreneur lui-même, qui est là en fait, moi j'aime construire des boîtes de zéro et mettre en place la structure, le projet, mais en fait une fois que la boîte a levé plus de 100 millions, il y a plus de 150 employés, en fait, les problématiques ne sont pas les mêmes. Et donc, pour revenir à Cathay et à Ledger Cathay, parce que je me suis un petit peu perdue dans mes explications, Cathay a donc 3 fonds de tech. Un premier fonds de 250 millions, un deuxième fonds de 650 millions, et on a annoncé l'année dernière un fonds de 1 milliard, dans lequel on investit du coup dans des boîtes à partir de la série B, tout secteur confondu, dans la tech.
Il se trouve que un de nos gros investissements du premier fonds de capital risque était dans Ledger. Donc on a une relation historique avec Ledger. On a co-investi à la série B avec Molten Ventures, dont on est très proche, qui est un fonds de tech et qui est très actif aussi dans la blockchain. Et donc on a cette relation historique avec Ledger depuis 2016. Et nous sommes très proches notamment de Pascal Gauthier, qui est le CEO de Ledger, qui est d'ailleurs arrivé, qui n'est pas fondateur de Ledger, qui est arrivé après, en 2018. Donc c'est un bon exemple de changement de management très pertinent. Chez Cathay, on est habitué à faire des fonds spécialisés, que ce soit en termes de thématique ou de géographie, où on va faire des partenariats avec ou des fonds qui sont localisés sur des géographies spécifiques. Donc on a un fonds en Afrique qui s'appelle Afrique Invest, qui est spécialisé sur cette géographie-là, où on va avoir des fonds spécialisés sur les investissements dans l'énergie, dans la mobilité, etc. Et donc, sur un fonds, à un moment, on s'est posé la question de faire davantage dans la blockchain et le Web3, puisque Ledger était le seul investissement qu'on avait fait là-dedans. Okay. À un moment où il faut dire quand même qu'avoir Web3 et hardware sur son pitch deck était vraiment pas vendeur auprès de VC. Donc, on avait fait un pari qui pouvait paraître assez contre-intuitif pour d'autres fonds de VC à cette époque, et qui a noué du coup une relation très forte avec Ledger. Et Ledger, de son côté, a réalisé qu'ils étaient très présents dans l'écosystème Web3, parce que Ledger est quand même vraiment un leader dans la sécurisation des crypto-monnaies. Pour rappel, Ledger sécurise plus de 20% des crypto-monnaies dans le monde. Et c'est vraiment le leader des hardware wallets, enfin vraiment le mastodonte. Oui, alors pour rappeler ce qu'est un hardware wallet et ce qu'est Ledger, Ledger va vous donner un hardware qui peut ressembler, il a beaucoup été comparé à une petite clé USB. Il y a le nouveau Ledger Stacks qui va sortir et qui va avoir un design très différent, qui a été designé par Tony Fadell. Et en fait, ça permet de sécuriser ces crypto-monnaies en reposant sur une technologie qui est comparable à les technologies qu'on avait sur les cartes SIM, qui est beaucoup plus sécurisée que ce qu'on peut trouver en ligne. Et surtout, Ledger a une valeur très importante qui est ce qu'on appelle la self-custody, qui est que tu es toi-même responsable de tes crypto-monnaies. Et donc, tu n'es pas dépendant d'une institution centralisée. Sachant que la crypto et la blockchain reposent principalement sur des notions de décentralisation et de ne plus laisser le contrôle à une entité centralisée qui est gouvernée de manière très peu transparente et qui est gérée par des personnes à qui on n'a pas accès et où en fait ça nous demande de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas et un système très opaque. Ledger, grâce à ce hardware, va te permettre toi-même d'être responsable de tes crypto-monnaies et d'y avoir accès quoi qu'il arrive. Donc si demain Ledger se casse la gueule pour une raison X ou Y, pardon pour mes termes, tu pourras toujours avoir accès à tes crypto-monnaies. En revanche, ça nécessite d'être un petit peu rigoureux. Et donc, si tu perds ton Ledger et que tu as quand même accès à ce qu'on appelle ta phrase, ta seed phrase, dans ce cas-là, tu peux encore avoir accès à tes crypto-monnaies. Si tu perds ta seed phrase et que tu as toujours ton ledger, tu peux toujours avoir accès à tes crypto-monnaies. En revanche, si tu perds les deux, là, tu perds accès à tes crypto-monnaies. C'est pour ça qu'on recommande toujours d'avoir d'un côté sa seed phrase qui est dans un lieu différent de là où tu as ton ledger. Donc moi, par exemple, je me balade avec mon ledger sur mes clés et ça ne pose pas de problème puisque je suis la seule à connaître mon mot de passe. Et si je perds mon mot de passe, j'ai ma seed phrase qui est dans un autre lieu que je ne vais évidemment pas révéler. Donc voilà, et ça permet d'éviter notamment des scandales comme... on a eu le scandale de FTX qui a eu lieu il y a 1 an et demi, qui a montré en fait tout le problème de ces institutions centralisées, qui fait que pour les gens qui ont leur crypto-monnaie sur des plateformes comme Binance ou comme Coinbase, en fait, du jour au lendemain, tu peux quand même perdre accès à ton portefeuille de crypto-monnaie, alors que sur un ledger, c'est absolument impossible. Ouais, non. Et c'est vrai que, comme tu le disais, tu peux perdre accès pour 2 raisons, soit parce que la plateforme se fait hacker, ou soit parce que ton compte, en fait, tout simplement se fait hacker, ton adresse mail, ou je ne sais pas. Exactement. Ou, dans le cas de FTX, où il y a une gouvernance opaque, alors c'est pas le cas des autres acteurs dont on est proche, mais où il y a une gouvernance qui est beaucoup trop opaque et où en fait FTX utilisait les fonds des utilisateurs pour placer des paris extrêmement risqués. Et en fait, quand le marché a commencé à se casser la figure, et ben en fait, ils ont perdu accès à ces fonds d'utilisateurs auxquels
dans un premier temps, ils n'auraient jamais dû toucher. Et en fait, il y avait un niveau de gouvernance qui n'était pas du tout adéquat au niveau de maturité de la boîte. Il n'y avait pas de board of directors. Et les investisseurs qui avaient investi dans FTX ne demandaient absolument aucun audit, aucun rapport. Et donc, ça a permis à FTX d'avoir les mains complètement libres et de jouer au casino à la manière dont ils l'ont fait. Et donc, ça s'est retourné contre les utilisateurs qui, un beau matin, se sont réveillés et n'ont plus eu accès à leur compte sur FTX. Et la boîte a dû déposer le bilan. Et on en reparlera après de l'impact de la chute de FTX sur le marché du VC. J'imagine qu'il y a eu un avant et un après. Bien sûr, ça a peut-être été une douche froide parce que FTX était considéré un peu comme la plateforme. Oui, alors il y a eu 2 impacts en fait. Il y a eu l'impact sur Ledger qui a été extrêmement positif parce que il y a quand même une brique éducation très importante dans le business de Ledger qui est d'expliquer aux gens pourquoi est-ce que c'est important d'avoir accès. Il y a une phrase qui est très connue dans l'univers de la crypto qui dit "Not your keys, not your coins", où en fait si tu n'es pas propriétaire de tes propres keys, et ben en fait tu peux te voir couper des accès. Donc ça, FTX a permis d'éduquer un petit peu le marché. Malheureusement, on ne souhaite jamais ce genre d'événement. Et de toute façon, ça a fait beaucoup de mal au marché de manière générale et donc à Ledger tout de même. Mais en revanche, on a vu beaucoup d'utilisateurs se tourner vers le produit Ledger et utiliser Ledger. Sur le marché du VC de manière générale, évidemment, ça a été très problématique. Déjà, ça a amorcé une crise de confiance très très forte. Et donc, dans toute la vague d'adoption, que ce soit en termes d'utilisateurs ou en termes d'investisseurs, dans la vague d'adoption des crypto-monnaies, ça a mis vraiment un gros tremblement dont on a mis du temps à se relever pour montrer que les crypto-monnaies ne sont pas que de la spéculation, que ce genre de cas en fait, est lié à des comportements humains de gouvernance, qui en fait était la gouvernance de FTX, qu'on a vu dans des affaires de finances traditionnelles comme des affaires Madoff, etc., et qui ne sont pas liées à la crypto de manière générale, mais comme la crypto est une industrie naissante, forcément il y a eu des mauvaises pratiques, il y a eu beaucoup de spéculation, et donc il y a eu un mauvais souffle quand même sur le marché, et ça a été très compliqué à gérer. Ouais, complètement, surtout que c'était au moment où il y a eu plusieurs enchaînements d'événements de cascade avec Celsius, Luna, Free Hour Capital, enfin voilà. Non, il y a eu un enchaînement d'événements qui a permis aussi d'assainir un petit peu les choses, qui a permis de mettre en avant des régulations sur lesquelles on pouvait être un petit peu réticent, mais en fait on s'est aussi rendu compte que c'était bien d'avoir une régulation contraignante, mais qui au moins fixe les règles du jeu, ce qui est le cas de MiCA en Europe par exemple, et où avant on pointait l'Europe du doigt en disant c'est insupportable de ne pas pouvoir favoriser l'innovation, et en fait aujourd'hui, même nous en tant qu'investisseurs, on va aussi beaucoup privilégier des boîtes qui sont régulées en Europe parce que, en fait, aux États-Unis, beaucoup de boîtes de la crypto qui sont certes très avancées et ont beaucoup de parts de marché se font rattraper par la SEC a posteriori en disant, en fait, vous avez opéré dans une zone grise toutes ces années. En fait, voilà maintenant les changements qu'il va falloir opérer. Alors qu'en Europe, au moins, le taureau est pris par les cornes. Certes, on avance un petit peu plus doucement, mais au moins, les règles du jeu sont très définies et sont très claires. Et ça, c'est un vrai avantage parce que l'aspect régulation et compliance est très fort dans l'univers du Web3 et de la crypto. Nous, c'est un aspect qui est beaucoup, beaucoup plus important dans notre due diligence qu'on fait en tant qu'investisseur et dans les boîtes qu'on regarde. On travaille avec des fonds, des cabinets d'avocats en permanence sur les questions de régulation, ce qui n'est pas du tout toujours le cas sur des boîtes de Web2 et de tech plus classiques. Et on va toujours chercher à creuser cet aspect régulation. On aime beaucoup quand Flodesk, par exemple, dès le début, ils avaient une super personne qui était Head of Compliance. Et en fait, ils ont designé leurs produits. De market making. De market making, oui. En disant compliance by design. Non, mais je parle de Flodesk, mais ça peut être n'importe quelle boîte. En fait, on veut que ce soit des produits compliance by design. C'est ça. Où l'aspect régulation et compliance est pris en compte dès le premier jour pour pas se faire rattraper après, parce que ça peut coûter très très cher et surtout ça peut fermer votre boîte du jour au lendemain. Complètement. Et surtout, ça réduit ce risque d'incertitude qui plane aujourd'hui sur pas mal sur les projets américains qui savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Donc le gendarme américain, la SEC, n'a pas établi une ligne directrice. C'est vrai que c'est un vrai sujet, alors qu'en Europe, en tout cas, on a cette chance avec MiCA d'avoir... Et d'ailleurs, on a annoncé un investissement la semaine dernière dans une boîte qui s'appelle Midas,
et qui opère dans le segment qu'on appelle Real World Asset Tokenization. Un segment pas mal à la mode en ce moment. Ouais, c'est un segment qui a bien le vent en poupe. Yes. Et on avait regardé beaucoup de solutions similaires à Midas qui font ce qu'on appelle de la tokenisation de bons de trésor américains. Et on avait regardé beaucoup d'acteurs aux États-Unis, dans les îles. Beaucoup d'acteurs sont offshore, donc dans les îles Caïmans, dans les Bahamas, et différents acteurs européens. Et finalement, un des facteurs qui nous a aussi beaucoup poussé à investir dans Midas, au-delà du calibre de l'équipe qui, pour nous, a quand même représenté 99% de la rationnelle, de la logique de l'investissement, pardon, était leur régulation et le fait qu'ils soient régulés en Allemagne et non en offshore et non aux États-Unis. Et en fait, le fait qu'ils soient régulés en Allemagne, certes, c'est beaucoup plus contraignant, mais sur ce type de produit spécifiquement, et notamment sur tout l'aspect permissionless, sur tout l'aspect accès au marché secondaire pour la vente de ce genre de token, dont on pourra parler plus en détail si nécessaire, mais en tout cas, ça a été un vrai facteur pour valider l'investissement de notre côté et qui a joué en la faveur de Midas. Ouais. Ok, on reviendra après sur Midas parce que je trouve que c'est vraiment un exemple intéressant. Ouais. Déjà, pour revenir sur le fonds Ledger KT, donc vous Oui. êtes mis d'accord ensemble, donc je crois que c'est Oui, une pote de pardon. 100 Et millions. donc, pour la faire très courte, parce que je n'ai Yes. jamais fini mon histoire, et je suis désolée, j'ai un esprit de synthèse qui est très, très mauvais. On dit d'ailleurs qu'on repère les gens intelligents à leur capacité à donner à synthétiser les choses, ce qui n'est pas mon cas. Non, alors, Ledger et KT. Ledger apporte d'un côté l'expertise sur tout le Web3, sur la blockchain. Donc nous, on travaille énormément avec les équipes de Ledger. On fait toute notre due diligence ensemble, que ce soit sur la tech, que ce soit sur le côté sécurité, que ce soit également, il y a un aspect très intéressant à explorer à chaque fois sur de potentiels partenariats commerciaux entre les projets qu'on regarde et Ledger, que ce soit avec leur produit Ledger Live, que ce soit avec le produit Ledger Enterprise, etc. Ledger bénéficie également d'une très bonne marque dans l'écosystème. Donc dès qu'on va voir ce qu'on appelle les builders, donc les développeurs qui sont à l'initiative de ces projets crypto, Ledger résonne vraiment pour eux. Et de l'autre côté, on y allie l'expertise d'investissement de KT, qui offre la plateforme globale de KT, qui offre l'expertise d'investissement, qui offre notre capacité à faire l'exécution des deals, puisqu'on sait le faire, que ce soit sur des deals de growth, c'est-à-dire des deals plus later stage, où on va investir des plus gros tickets, ou que ce soit sur des deals de early stage. Donc on combine notre expertise investissement avec l'expertise blockchain et Web3 de Ledger. On travaille main dans la main là-dessus. On a lancé ce fonds il y a 2 ans maintenant, enfin 1 an et demi. On a levé le fonds auprès de Limited Partners, donc LP externes. Qui sont des entreprises, des particuliers Qui sont des institutions. On a notamment la BPI qui a été d'un grand soutien pour le lancement du fonds et qui est vraiment avant-gardiste sur le sujet. Et c'est honnêtement très, 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 très prometteur et agréable de voir des fonds souverains pousser l'innovation sur des sujets qui peuvent paraître aussi nouveaux que la blockchain. Et la BPI a vraiment été un très beau soutien là-dessus. Et très en avance par rapport à beaucoup d'autres pays européens. On a des corporates qui souhaitent notamment être davantage éduqués sur ce qui se passe dans cette industrie, mais qui également souhaitent faire des partenariats avec les boîtes dans lesquelles on peut investir. Et on a des family office qui souhaitent diversifier leurs investissements. Et ensuite, voilà, nous on investit en early stage, donc on va investir en seed et série A, c'est-à-dire des tickets qui vont être entre 500 000 € et 5 millions. On va varier sur les positions, donc on peut être lead, co-lead ou follower. C'est une industrie, ça dénote beaucoup par rapport à l'industrie du Web 2. Dans le Web 3, c'est très collaboratif. Et on va avoir beaucoup plus de strategic investors, donc des acteurs prominents du monde de la crypto qui vont avoir eux-mêmes leurs fonds et investir de leur balance sheet. Donc on va avoir des Coinbase Ventures, on va avoir des Circle, on va avoir tout type d'investisseurs en fait, avec lesquels nous on va faire des partenariats, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'industrie du Web 2. Dans l'industrie du Web 2, vous allez avoir très peu de corporates qui vont avoir leurs fonds stratégiques et ça va être perçu de manière assez différente par les fonds de capital risque. Alors que là, c'est vraiment très collaborateur. On va avoir rarement un fonds qui va jouer des coudes pour avoir tel taux de participation et pas en dessous, alors que ça, c'était une tendance très dominante dans le Web 2.
Donc voilà, on a fait 6 investissements jusqu'à maintenant. Ouais, pardon. On a fait 6 investissements jusqu'à investissements, ok. maintenant. Tous ne sont pas publics. Ok. On investit en equity et en token. Mhm. Donc, on a eu notre token agreement qui nous a été octroyé par l'AMF l'année dernière, l'été dernier pour être précis. Il y a peu de fonds encore qui l'ont, je crois, hein, sur le token Oui, agreement. on est le seul fonds qui déploie activement, qui a ce token agreement. Ok. Je crois qu'il y avait Xange aussi. Mais qui... Exactement. Ouais. Xange a eu l'agrément Ouais. et Aglaé Ventures a eu l'agrément également. Donc, nous sommes 3 fonds à l'heure Mhm. actuelle à avoir eu l'agrément. Et donc, ça nous permet d'investir et en equity et en token. De façon en plus voilà, régulée, parce que souvent, parfois, tu vas avoir Exactement, des... ouais. Yes. Oui, bah, non, mais nous, en fait, Cathay et Ledger Cathay sont des fonds régulés par l'AMF, donc on fait très attention Ok. de manière compliance. Et donc, ce fonds Ledger Cathay, donc toi, tu es vraiment sur la partie, sur ce fonds Ledger Cathay, Oui. et pas Cathay Innovation, l'activité de Cathay Innovation. Je veux dire Non, que- alors en revanche, il peut y avoir des ponts intéressants Mhm. à faire, ce qui a été le cas pour Flowdesk. D'accord. Donc par exemple, Flowdesk, qui est un acteur dominant dans l'industrie de la crypto en France. Avec une grosse levée, hein, je crois qu'ils ont fait une levée de 50 millions, quelque chose comme ça. Exactement, Ouais. qui a été annoncée en janvier. Et en fait, on a l'idée cette levée avec Cathay Innovation, D'accord. donc qui est notre fonds de 1 milliard qui investit à partir de la série B dans la tech. Et on a investi également avec Ledger Cathay. Et en fait, à l'origine, nous avions déjà investi dans le tour d'avant avec Ledger Cathay. Donc on avait déjà une relation très proche avec Guilhem, le fondateur de Flowdesk, qu'on a pu suivre pendant 18 mois. On a pu suivre aussi l'évolution du business qui a performé de manière très très impressionnante alors que les conditions de marché étaient catastrophiques. Et donc en fait, ça nous a permis de construire et de nourrir notre conviction sur Flowdesk au fur et à mesure de ces mois-là. Et au moment où Flowdesk a considéré sa série C, c'est là où on a pu dire ok, on remet avec Ledger Cathay, mais surtout, on vient avec Cathay Innovation et on regarde le deal pour l'idée la série B avec Cathay Innovation, puisque Cathay Innovation investit dans tous les secteurs, y compris le Web3, mais n'est pas du tout spécialisé dans le Web3. Et donc là, avec Alban, mon collègue sur le fonds Ledger Cathay, on a pu travailler avec nos collègues de Cathay Innovation et faire ce deal main dans la main. Ok. Et non, hyper intéressant. On reviendra d'ailleurs sur comment peut-être vous les accompagner. C'est intéressant d'ailleurs, peut-être on peut revenir sur la thèse d'investissement, parce que chaque Oui. VC a sa thèse Bien d'investissement. sûr. Oui. Vous, c'est quoi votre thèse? Est-ce que entre le moment où vous avez défini cette thèse il y a 2 ans et maintenant elle a Oui. évolué? Pourquoi elle a Bien évolué? sûr. Comment elle a Ouais, évolué? Oui. Donc nous, on a commencé à investir en septembre 2022. Au début, on regardait tous les secteurs dans l'industrie du Web3. On avait passé beaucoup de temps également sur les NFT, toutes les plateformes de NFT qui avaient vraiment le vent en poupe à l'époque. On a vraiment creusé beaucoup d'aspects aussi sur comment essayer d'amener des acteurs traditionnels, que ce soit des corporates ou des individus qui ne sont pas du tout éduqués sur le Web3 au Web3. Et donc, quels sont ces outils qui permettent cette transition? Donc, on avait vu beaucoup de boîtes aussi qui permettaient, par exemple, à des corporates de créer des programmes de marketing ou de loyauté, de fidélité, Ouais. merci, basés sur des NFT. Et en fait, sachant que la vision du fonds Ledger Cathay sur le long terme est ce qu'on appelle la tokenization of everything. Donc, on pense que tout aspect de notre vie actuelle va être amené à vivre sur la blockchain. Et donc, tout ce qui est digital et physique va être amené à avoir un équivalent tokenisé sur la blockchain. Donc, on pense qu'il y a une différente phase d'adoption dans ce process de tokenisation. Et en fait, on a réalisé au cours de 2022-2023 qu'il y avait des niveaux de maturité différents par rapport à cette adoption. Et que, en fait, il va y avoir des briques assez fondamentales pour permettre ces différents niveaux d'adoption. Et en fait, là où on regardait beaucoup les NFT, etc., en fait, on a réalisé que le marché n'était pas forcément encore prêt, ou que les corporates n'étaient pas forcément encore prêts à aller complètement sur la blockchain et sur tous ces programmes de NFT. Et qu'en revanche, en tout cas, ça c'est notre thèse, à l'heure actuelle, ça se passe vraiment au niveau des assets financiers. Donc, on regarde cela sous différents prismes. Il y a par exemple, on regarde beaucoup comment est-ce que des mécanismes de la finance traditionnelle peuvent être appliqués au marché de la crypto. C'est le cas par exemple d'un Flowdesk, qui est un market maker sur le marché de la crypto. Et en l'occurrence, le market making, c'est un concept et un mécanisme qui est
était déjà très présent et très utilisé dans le marché de la finance traditionnelle. Et il se trouve que Flodesk l'applique au marché de la crypto et que du coup, Flodesk gère des tokens, donc les unités sont différentes, mais en soi, la logique est la même. Donc ça, on regarde beaucoup enfin, c'est un sous-secteur en soi. On regarde également beaucoup de boîtes qui utilisent des technologies de blockchain ou du Web3 pour l'appliquer sur la finance de marché. Sur la finance traditionnelle, pas forcément de marché. Ça peut être de la finance de marché, mais il y a plein d'autres aspects à la finance traditionnelle qui sont pertinentes. Et donc, dans ces cas-là, on regarde comment est-ce que les technologies de la blockchain permettent de faire ces mêmes activités ou opérations, mais de manière plus transparente, de manière plus efficiente et de manière plus accessible, rendre du coup des produits financiers qui peuvent être traditionnels plus accessibles et plus pertinents pour l'utilisateur. Et ben, on parle là, par exemple, la tokenisation des real world assets, des bons du trésor. Est-ce que c'est une application? Oui, tout à fait. Là, par exemple, c'est un niveau, comment est-ce que tu rends cela plus accessible? Mais en soi, sur la tokenisation des bons du trésor américains, tu vas optimiser en fait un produit financier qui était déjà existant, mais qui n'était pas optimisé en soi. Et donc, en fait, avec la hausse des taux d'intérêt, les bons du trésor américains sont devenus un produit financier qui est devenu intéressant, puisque avant tu ne pouvais pas avoir de yield, de rendement particulièrement intéressant dessus, sauf qu'aujourd'hui tu peux avoir un rendement qui va jusqu'à 5,25%. Et tu as en plus, ça représente un asset financier très stable, puisque c'est géré par les gouvernements, qu'il y a une politique monétaire très claire vis-à-vis des taux d'intérêt, et que donc il y a une vraie visibilité et une vraie prédictibilité par rapport à ces produits financiers. Et donc ce que Midas permet, c'est Midas les tokenise et rend ce produit beaucoup plus accessible à tes utilisateurs comme toi et moi, qui sont qui comprennent la crypto ou pas. Donc ça peut tomber dans cette catégorie. Et la dernière catégorie, qui est un petit peu liée à ça aussi, c'est tous les produits qui génèrent du rendement. En fait, et comment ce rendement est généré. Et donc là, on regarde beaucoup tous les sujets de stacking, liquid stacking, restacking, liquid restacking, où là, toutes les problématiques et tous les objectifs sont autour de offrir plus de rendement de manière transparente, sécurisée et avec un bon système de custody aux utilisateurs comme toi et moi. Ok, c'est intéressant. Donc, pour revenir sur les NFT, c'est vrai que peut-être que c'était une application qui était mainstream et pas peut-être l'application la plus génératrice de valeur. Ça à juger. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose il y a une hype en tout cas qui est redescendue. Vous avez eu l'occasion d'investir dans une boîte dans les NFT ou pas du tout? C'est-à-dire que vous avez déjà, même pendant la hype des NFT, cette vision que les NFT c'est que pour l'instant une hype et que ça n'irait pas plus loin En fait, on a beaucoup creusé, on a présenté beaucoup de dossiers jusqu'au stade du comité d'investissement. Donc quand on est en capital risque, le comité d'investissement, quand on présente une boîte en comité d'investissement, un dossier, ça veut dire que c'est là où on prend vraiment la décision finale. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on décide d'investir ou pas? On a amené beaucoup de boîtes jusqu'à ce niveau-là, donc on a vraiment creusé. Et à chaque fois, on a décidé de ne pas faire d'investissement parce qu'on considérait que le marché n'était pas encore assez profond. Et notamment sur toutes ces boîtes de plateformes de NFT, elles apportaient une vraie proposition de valeur pour les artistes qui faisaient leur NFT ou pour les utilisateurs. En revanche, elles n'arrivaient pas encore à monétiser cela de manière très claire. Donc on avait un business model qui n'était pas prouvé et qui n'était pas scalable sur le long terme. Et l'autre point bloquant à chaque fois était le manque de fidélité des deux côtés de la plateforme, que ce soit de la supply ou de la demande, à ces plateformes-là, parce qu'on était encore dans ce qu'on appelle une race to the bottom en termes de fees, c'est-à-dire qu'en fait, le choix de l'utilisateur ou de l'artiste, le choix se faisait sur le prix. Et donc en fait, à partir du moment où il y avait une nouvelle plateforme qui arrivait, en disant en fait... on te propose de faire exactement la même chose parce que c'était devenu un peu une commodité de minter ton NFT. On te propose de faire la même chose mais à un moindre coût. Et ben en fait, on voyait à chaque fois que les groupes d'utilisateurs se déplaçaient. Et donc, on avait un problème, ce qu'on appelle dans l'industrie un problème de stickiness, où on trouvait que ces plateformes avaient du mal à fidéliser leur audience, que ce soit côté supply ou côté demande. Donc, on a vu des très beaux produits. Mais in fine, on avait décidé de ne pas faire les investissements
alors qu'on était vraiment dans le haut de la vague. Ok, intéressant. Et d'ailleurs, tu sais ce que sont devenus ces projets qui étaient vraiment à ça de signer avec vous Oui, ou... alors il y en a un en question qui a radicalement pivoté Ok. et qui n'est plus du tout, qui ne traite plus du tout de NFT et qui s'est d'ailleurs redirigé beaucoup plus dans l'univers de la musique. Et les autres, elles sont toujours actives. Elles ont une communauté, ça c'est une autre caractéristique assez intéressante qu'on a découvert dans l'industrie de la crypto et qui est assez différent de l'industrie du Web 2. C'est qu'on a vu beaucoup de modèles qui sont très très bons en termes de communauté, qui ont une énorme audience, qui ont une énorme marque, qui ont un vrai pouvoir auprès un vrai lien et donc pouvoir auprès de leur audience, mais qui n'ont pas forcément de revenus et de business model associés à ça. Et en fait, je pense que c'est très lié au fait que le Web3 et la crypto sont étroitement corrélés à une vraie conception philosophique de la société, de comment la société devrait évoluer, d'un système économique, de tout ce dont on parlait un peu, rendre la propriété aux utilisateurs eux-mêmes, décentraliser l'économie et arrêter de faire en sorte que ce soit opéré par des personnes qu'on ne connaît pas et de manière très opaque. Mais en revanche, il y a un vrai délai par rapport à comment activer cela et générer du revenu de ces produits. Et donc, on a vu beaucoup de ces plateformes de NFT qui sont encore très présentes, encore très actives dans l'écosystème, mais qui en revanche n'ont pas de business model clair et n'ont à ce jour pas généré le revenu que, en tout cas, en tant qu'investisseur et en capital risque, on souhaiterait voir. Ok, intéressant. Et d'ailleurs, tu parlais aussi de plateformes de fidélité, de loyalty programs. Ouais. J'ai le sentiment que les plateformes qui réussissent là-dedans et qui, à la base, effectivement, comme tu le disais, étaient basées sur les NFT, ont pivoté parce que finalement, on se rend compte que en fait, c'est des applications qui peuvent fonctionner sans les NFT à court terme. C'est-à-dire que la blockchain, j'ai l'impression que c'était un peu un moyen de surfer sur la hype, mais que, in fine, peut-être que ça pourra servir, je pense, à moyen terme, quand il y aura une interopérabilité entre différents programmes de fidélité. Tout à fait. Mais qu'à court terme, les marques pourraient déjà se lancer là-dedans sans du NFT et que je pense que ces projets l'ont compris. Tout à fait. Je pense qu'en effet, alors, il y a des solutions qui restent extrêmement pertinentes dans l'écosystème. On a Ariani, par exemple, qui a un cas d'usage très pertinent avec différentes boîtes du luxe où l'élément de traçabilité des objets et de possession du coup d'un NFT associé à un objet unique qui garantit son authenticité et qui permet de tracer cet objet est très pertinent. Avec le passeport digital. Avec le passeport digital, qui est un sujet sur lequel Frédéric Montagnon est très impliqué, mais même d'un point de vue régulatoire, et il est très proche aussi des différentes entités au niveau européen qui travaillent sur des nouvelles régulations à ce sujet, au niveau de passeport digital. En revanche, je pense qu'on n'y est pas encore et que là où ça prendra vraiment, c'est quand il y aura ce que tu appelles, à juste titre, l'interopérabilité. Et donc, c'est quand toutes les différentes blockchains pourront communiquer entre elles de manière complètement indolore et invisible. Là où aujourd'hui, d'un point de vue utilisateur et mise en place pour les corporates, ça reste assez complexe, assez technique et il n'y a pas encore tous les ponts nécessaires entre les différents systèmes qui sont utilisés pour permettre à tous ces systèmes de communiquer entre eux. Tu disais que vous investissiez vraiment dans des assez early sur les boîtes. Oui. En général, vous êtes du coup leader sur le tour. Oui, alors là-dessus, on est très flexible. En général, comme tout fonds de capital risque, surtout quand on arrive tôt dans la boîte, on aime bien être leader, puisque dans ces cas-là, ça nous permet d'avoir un bon pourcentage de la boîte. Et de toute façon, pour expliquer un petit peu aussi les mécanismes de capital risque, en général, quand on arrive tôt, on va chercher autour de 20% de la boîte en termes d'equity dans la cap table. Contre à peu près quel pourcent tout ça en fait va dépendre de la taille du tour, de s'il y a d'autres investisseurs et tout. Mais en fait, comme plus on arrive tôt dans la boîte, plus on prend de risques. Donc en général, plus l'entrepreneur est prêt à céder un pourcentage important de sa boîte. En revanche, ça veut dire qu'on va aussi se faire diluer sur les tours d'après, puisque à partir de la série A, série B, etc., d'autres investisseurs vont arriver et vont demander un certain nombre, une certaine proportion de la cap table. Donc nous, on aime bien l'idée pour sécuriser un montant minimum et faire en sorte qu'on ne soit pas trop dilué sur les tours d'après et que du coup, quand la boîte, qui sera un succès phénoménal, va être listée, on puisse avoir une part importante de la boîte et donc vendre nos parts à ce moment-là.
Cela étant dit, comme je l'ai dit un petit peu précédemment, c'est une industrie très collaborative. Et donc, on est aussi très à l'aise de collider. Dans certains cas, on a follow. Et donc, dans ces cas-là, dans un cas en particulier, on n'est pas au board. On est très très proche des entrepreneurs et on leur parle toutes les semaines. Donc, c'est un peu indolore à ce sujet-là. Mais il y a un cas où on est follower, investor et du coup, on est très proche des lead investors également. Mais on est assez flexible de manière générale sur la structure du tour. Tout va dépendre aussi de est-ce qu'on voit la boîte très tôt, est-ce qu'on lui parle au moment où elle est déjà très avancée dans sa levée de fonds. Ça nous est arrivé, ça. Ou en fait, pour être tout à fait... oui, enfin, le tour était déjà très, très, très avancé et nous, on est arrivé un petit peu tard. En revanche, il y avait un vrai intérêt stratégique de nous avoir dans la cap table. Du coup, ils ont fait de la place pour nous faire venir, mais on n'était ni lead ni co-lead. Tu peux citer la boîte ou... Non, en l'occurrence, non. Ok. Et quand tu dis vous êtes arrivé tard, c'est-à-dire que vous êtes vraiment arrivé la veille de la signature ou une semaine avant Tard, ouais. Ouais, Disons qu'il a fallu charbonner et s'assurer de faire tout notre processus d'investissement très très rapidement. Ok. J'ai une question et après on reviendra justement, ça m'intéresse, savoir comment ça fonctionne un peu ce process, surtout Oui. la dernière ligne droite. J'ai l'impression que c'est une période assez intense pour closer. Juste, tu disais que après vous faites diluer tour après tour. Oui. J'avais échangé avec Maxime Ducaille qui lui est chez VC chez Draper Associates et il me disait que leur stratégie... Très bon VC. Oui, absolument. Et il me disait que eux, ils veulent vraiment avoir vraiment raison d'arriver très tôt sur un projet et que quand il y avait des nouveaux tours, pour pas être dilué, ils remettaient au pot. Est-ce que ça peut vous arriver? Alors, bien finalement, sûr. c'est ce qui s'est passé avec Flodesk, via KT Innovation. Mais, Alors, non, et via Ledger KT. C'est-à-dire qu'on était déjà actionnaire de Flodesk sur le tour d'avant. Et donc, on a profité de la série D pour, comme tu dis, remettre au pot. Et là, effectivement, si c'est une boîte sur laquelle... si on y croit vraiment, et en général on y croit vraiment, mais disons que si sur la période de temps qui s'est écoulée entre le moment où on est rentré dans la boîte et le moment où la boîte fait un nouveau tour d'investissement, si notre conviction est restée la même, dans ces cas-là on va essayer de mettre le maximum possible. Et donc ça se définit, on a ce qu'on appelle les droits de prorata, donc ça c'est ce qui va vous permettre de remettre au pot pour maintenir le même niveau d'ownership que vous aviez au tour d'avant. Donc disons, je sais pas, pour le coup là je prends des montants qui ne sont pas du tout corrects, mais disons qu'on avait 15% d'une boîte au moment du seed, qu'ensuite elle va lever sa série A, qu'il y a un nouvel investisseur qui vient, on va pouvoir réinvestir de telle manière que ça nous permet de garder nos 15%. En revanche, on peut aussi essayer de ce qu'on appelle se reluer. Et donc, mais ça c'est une discussion, une négociation avec l'entrepreneur et les nouveaux investisseurs pour dire ok, en fait on veut essayer d'augmenter notre position dans la boîte. Est-ce qu'on peut acheter des parts à d'autres personnes? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle du secondaire? Donc ça c'est quand des investisseurs existants ou des employés de la boîte sont prêts à vendre une partie de leur part pour les donner à un investisseur. Et donc, il y a différents mécanismes qui peuvent permettre de se reluer. Mais effectivement, si notre conviction est la même, en tant qu'investisseur early stage, on va toujours essayer de remettre au pot sur les tours d'après. D'ailleurs, tu parlais de marché secondaire. Et juste, pardon, pour compléter, c'est pour ça aussi qu'on garde en général une poche de réserve en fait, dans le fonds et que quand on réfléchit à la stratégie de déploiement du fonds, on va déployer une poche pour ce qu'on appelle les primary investments, donc sur les premiers tickets qu'on fait quand on rentre et qu'on devient un nouvel actionnaire de la boîte, et on va garder une poche pour ce qu'on appelle les follow-on investment, j'ai tendance à particulier, qui nous permet de justement réinvestir sur les tours d'après et maintenir notre niveau d'ownership ou se reluer et augmenter notre niveau d'ownership. Ok, très clair. Et oui, donc sur le marché secondaire, est-ce que ta vision, c'est que la tokenisation va permettre aussi de rendre plus liquide ce marché secondaire de l'equity de start-up? Parce qu'aujourd'hui, quand tu as des parts, même en tant que VC, vous voulez vendre vos parts, ou même quelqu'un qui travaille dans la boîte, ou un particulier a des parts, c'est compliqué de les revendre. C'est-à-dire que, est-ce que tu penses que demain, en tokenisant l'equity des boîtes, ça pourrait fluidifier, faciliter? Oui. Et la réponse rapide. Après, nous, par rapport à notre fonds et notre stratégie,
on souhaite qu'il y ait toujours un chapeau equity. Donc on souhaite que la partie equity et mécanisme traditionnel de capital risque soit maintenue. Donc quand on fait des investissements en token, ce sera toujours equity et token. Ouais. Donc le token va arriver en plus de l'equity qu'on a déjà. Mais en revanche, on ne fait pas d'investissement uniquement token. Et toujours en parlant de token, alors c'est intéressant, vous en tant que Cataloger, vous préférez investir en token, en equity ou les deux, ou si c'est dans un monde idéal, vous préfériez Oui, quoi alors on peut faire les deux. Nous, dans un monde idéal, ce qu'on aime bien faire, c'est equity et token. Ok. Après, tout dépend de... On va pas faire token uniquement. Equity et token fait souvent beaucoup de sens, mais il faut savoir que le token n'est pas toujours pertinent. Donc on a vu plein de projets qui cherchaient à lever en equity et en token, mais où en fait le token n'avait pas lieu d'être. Parce qu'il Il n'avait pas n'apportait d'utilité, aucune valeur au projet, n'avait pas de value accrual, c'est ce qu'on appelle par rapport au token. Et donc en fait dans ces cas-là, enfin, le token ne nous intéresse que s'il y a une vraie valeur apportée au projet par l'existence de ce token et si ce token a une vraie valeur, que ce soit en termes de gouvernance ou en termes de value accrual. Et si on investit, oui, on va faire equity et token dans le cas où on investit en token. Et au niveau de la valo, comment ça fonctionne C'est-à-dire que comment tu arrives à indexer la valeur de la boîte avec le token, comment ça fonctionne? En fait, il y a ce qu'on appelle le ratio, donc le equity token ratio. Les practices de marché, market standards, c'est 1-1. Ça veut dire que pour 1% d'equity que tu vas avoir 1% du token. Sur des deals très compétitifs, on peut voir donc c'est des deals qui en général ont déjà une place dominante dans le marché ou en tout cas ont déjà fait leurs preuves ou sont compétitifs pour une raison ou une autre. On peut voir un ratio equity token de 2-1. Ça veut dire que pour 2% d'equity, tu vas avoir que 1% de token. Et en termes de valorisation, quand on fait un deal equity token, tu vas avoir la valorisation sur le deal equity, qui est ce qu'on appelle la post-money valuation. Donc ça, c'est sur des priced rounds. Donc ça, c'est quand tu investis directement et que tu reçois tes parts directement. Ou sur ce qu'on appelle un safe, qui est aussi appelé ce qu'on appelle un safe, qui est un convertible. Ça veut dire que tu achètes des parts, mais qui vont convertir au tour d'après. Ça, c'est pour la partie equity. Tu as ta référence en termes de valorisation, c'est la post-money valuation. Sur le token round, tu as ce qu'on appelle la fully diluted valuation. Et donc, par exemple, sur un ratio equity token de 1-1, la valorisation de ton price round ou de ton safe, donc ta post-money valuation, va être la même que ta fully diluted valuation, qui est la valorisation de ton token. En revanche, si tu as un ratio de 2-1, la valorisation de ton equity round va être 2 fois moins que ta fully diluted valuation. Donc, ta post-money valuation va être 2 fois moins que ta fully diluted valuation. Voilà, je sais pas si c'est ça. Donc, c'est juste, voilà, sur la partie equity, ta valorisation de référence, c'est la post-money valuation. Sur la partie token, ta valorisation de référence, c'est la fully diluted valuation. Les deux sont les mêmes quand le equity ratio token est de 1-1. En revanche, quand le equity ratio token est de 2-1, ce qui sont un peu les deux cas qu'on voit à chaque fois, dans ces cas-là, ta post-money valuation va être 2 fois moins élevée que ta fully diluted valuation. Et quand tu parles de fully diluted valuation, c'est vraiment en fait, la market cap totale de ton token en fait. Exactement, c'est la market cap de ton token. Et donc, tu as un certain nombre de tokens en circulation qui est en général défini. Et la market cap va être la fully diluted valuation. Alors c'est tout bénef pour des boîtes Web3 parce que non seulement elles ont la partie equity, mais en plus la partie token. Exactement. Donc en fait les deux s'ajoutent. Exactement. C'est tout bénef, mais il faut vraiment qu'il y ait avoir son token. Il y a des tokenomics associés à cela et il faut qu'il y ait une vraie valeur ajoutée de ce token et donc une vraie logique dans l'existence de ce token. Et j'insiste là-dessus parce qu'on a vraiment vu au début du fonds, on a vu beaucoup de projets qui levaient en token pour lever en token, mais en fait, ça n'avait absolument aucune logique et aucun sens. Et donc, dans ces cas-là, évidemment on ne regardait pas le dossier sous cet angle-là. Ouais, c'est un red flag. Et pour revenir du coup sur la partie token, vous avez déjà investi dans des projets avec du token ou il y a des projets en cours, peut-être que tu veux pas citer. Par exemple, l'exemple de Midas, est-ce qu'il y a eu du token, il y a aussi de l'equity? Ouais. Tu veux pas Ok.
Parce que cette question. Ok. Euh, Peut-être maintenant qu'on a parlé de token, on peut revenir sur un autre sujet que je trouve intéressant, c'est Ouais, comment tu arrives à sourcer les projets. Alors j'imagine qu'il y a ouais, plusieurs manières, soit les decks viennent à vous, soit c'est vous qui allez au deck, soit il y a des mises en relation. ouais. C'est peut-être ces trois moyens. Oui, alors tu as ce qu'on appelle le inbound ou le outbound. Le inbound, c'est quand c'est toi qui vas... Non, pardon, je recommence. Tu as le inbound et le outbound. Le inbound, c'est dès qu'ils nous sont envoyés de manière... On a une adresse mail qui est ou perso, en général, je travaille avec Alban. Donc, ou Alban ou moi recevons ces dossiers. Et il y a le outbound qui est quand nous, on contacte de manière proactive des entrepreneurs. Et il y a les introductions qui sont des mises en relation opérées ou par exemple par Pascal Gossier, le CEO de Ledger, qui est très présent dans l'écosystème, qui a beaucoup de conférences et qui a beaucoup de visibilité, donc qui reçoit beaucoup de dossiers. Ou par d'autres investisseurs de l'écosystème, Maxime Bucaille par exemple. Et dans ces cas-là, on va mutuellement échanger des dossiers et les regarder ensemble. Euh, la manière qu'on trouve le plus efficace de manière générale, c'est les mises en relation, puisque cela signifie en général qu'il y a eu un minimum de validation du projet par la personne qui nous fait la mise en relation. On va aussi, nous aussi, faire ce qu'on appelle de la veille. Donc on va suivre de près, que ce soit sur Twitter, sur LinkedIn, que ce soit quand on fait par exemple un deep dive. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour Midas. On a considéré que le Real World Asset Tokenization Space, donc ce segment-là, était particulièrement intéressant. On a creusé ce secteur-là pour se créer notre propre conviction et notre propre expertise en disant en fait, voilà les différents positionnements possibles, voilà ce qui nous intéresse. On souhaite une boîte qui soit régulée en Europe, qui soit à ce stade de développement et avec tel type d'équipe fondatrice, etc. Et c'est en parlant et en ayant construit notre conviction et notre expertise là-dessus qu'ensuite un fonds de VC nous a eux-mêmes introduit à Midas. Donc c'est comme ça que le deal s'est créé pour nous. C'est intéressant parce que c'est vraiment, en fait, vous avez un peu cartographié le projet que vous Exactement, vouliez. exactement. Et... Et Ouais. on a eu beaucoup, beaucoup de chance que ça tombe sur le projet que Mhm. Denis et Fabrice étaient en train de créer, que ce soit le bon stade de développement et de maturité de la boîte, et qu'on puisse investir sur ce tour-là. Ok. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Et il y a un dernier point qui est très pertinent pour l'industrie de la crypto spécifiquement, qui est d'aller aux conférences. Et donc là, pareil, tu vas avoir beaucoup de conférences, donc il faut savoir aussi les prioriser de la bonne manière. Nous, on est une équipe aussi assez restreinte. Alban et moi, on est à plein temps sur le fond. On travaille avec Pascal Gauthier, le CEO de Ledger, avec Michael Luzado, qui est le directeur de la stratégie de Ledger, et avec Denis Barrier, qui est basé à San Francisco et qui dirige les différentes activités de capital risque de Ledger. On travaille également avec Benjamin Jacquard, qui est un venture partner chez Cathay. Pardon, de Cathay, pas de Ledger, pour Denis. Et on travaille avec Benjamin Jacquard, qui est venture partner chez Cathay et qui a une expertise très très forte et solide sur la finance traditionnelle puisqu'il était pendant 15 ans chez BNP Paribas. Et donc en fait, on reste une petite équipe, ce qui nous permet d'être très agile, de bouger très rapidement. En revanche, ce qui fait qu'on doit prioriser les différents événements auxquels on va. Mais par exemple, on était à ETH Denver, où il y a 30 000 personnes de l'industrie de la crypto, principalement des développeurs et les personnes qui sont celles qui construisent les projets, donc ce qu'on appelle les builders de l'écosystème. Et là, c'était absolument, c'était très 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 fructueux comme conférence. Et on a d'ailleurs beaucoup d'opportunités d'investissement suite à cette conférence et qu'on a pu sourcer et rencontrer à cette conférence. La semaine prochaine, on a Paris Blockchain Week. On va d'ailleurs, je participe à un panel avec Thomas de Block Tower notamment, qui est également investisseur dans Midas. Le mardi, il va y avoir ETHCC également qui aura lieu à Bruxelles en juillet. Il y a Token 2049 qui a lieu et à Dubaï et à Singapour. Nous, on sera présent à celui de Singapour, mais pas à celui de Dubaï. Donc voilà, on priorise, mais c'est vraiment ce sont des bons lieux pour sourcer les deals Ok, intéressant, ouais, effectivement, les événements. dans lesquels on va investir. Ouais. Et une question que je me posais, c'est, on parle de blockchain, c'est des projets parfois qui sont assez complexes techniquement. Oui. Comment vous arrivez à les creuser,
Ouais, malgré le fait que vous ne soyez pas développeur finalement. bien sûr, ouais. Mais là-dessus, c'est là où le partenariat avec Ledger prend tout son Ouais. sens. Et donc, on est très très proche de toutes les différentes personnes chez Ledger. On travaille vraiment de manière très proche et de manière hebdomadaire avec le CTO Charles Guimet. On est très proche de l'équipe du Donjon, qui est un peu l'équipe phare de la sécurité de Ledger. Et avec le Head of Platform, le Head of Ledger Enterprise, enfin tous les Head of et toutes les équipes. Et ensuite, quand on a des sujets particuliers à creuser, là, ces personnes-là peuvent nous rediriger aussi vers les bonnes personnes de leur équipe qui elles-mêmes ont l'expertise sur les sujets en question. Et donc Ledger, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 500 ou 600 ingénieurs qui font partie de l'équipe et qui sont des ressources inestimables pour nous dans nos processus de due diligence et de tech. Donc en fait, nous, on va pouvoir creuser jusqu'à un certain niveau. Et en revanche, au-delà de ce certain niveau, là, on va pouvoir faire appel à différentes personnes de chez Ledger. On est aussi très proche de nos différentes participations. Et donc, sur certains sujets, notamment des sujets tokens, on travaille beaucoup avec Flowdesk, où il y a des synergies assez évidentes également. Et en parlant de synergie, est-ce que vous allez vraiment regarder si le projet dans lequel vous pouvez investir Ouais. va avoir un intérêt direct pour Ledger, ou même s'il n'y en a pas, c'est pas grave? S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Ok. C'est un bonus. Ouais. Et nous, on est ravis de pouvoir faciliter les choses sur des potentiels partenariats avec Ledger. En revanche, on n'est pas du tout un fonds stratégique de Ledger. Et donc, cet angle-là est uniquement un bénéfice, mais ce n'est pas du tout un prérequis. Ok. Et une question, c'est quoi votre vision finalement du marché de la blockchain? Est-ce que vous voyez vraiment Ethereum qui a vraiment conquéri, Vaste question, qui a ouais. vraiment conquis tout le marché des L1 et vous allez Ouais. vraiment privilégier des projets qui se bâtissent en Ouais. priorité sur Ethereum, Ouais. ou si, je sais pas, demain, tu as un protocole DeFi un peu révolutionnaire qui se construit sur une blockchain un peu Ouais. outsider, je sais pas, Ouais. Atos, Sui, ou peu Ouais. importe, vous allez la considérer. Non, on regarde beaucoup de projets. Alors, on Ouais. n'investirait pas dans un nouveau Layer 1. Ok, parce qu'il y en a déjà beaucoup. Parce qu'il y en a déjà beaucoup et ça, on considère que, entre guillemets, le game est plié. Ok. En revanche, C'est intéressant, tu penses qu'il est plié, et est-ce que tu penses que les prochains L1 vraiment émergents, ceux qui vont vraiment tenir sur ouais, la durée, ont Ouais. déjà tous été créés? c'est notre impression. C'est votre impression, ok. Après, on ne dit pas du tout que... Ouais. On n'est pas du tout liseur de bonne aventure, je ne sais jamais les bonnes expressions. On n'a pas une boule de cristal, Ouais. mais en tout cas, aujourd'hui, on ne serait pas prêt à investir sur un nouveau Layer 1. Ouais, surtout Parce qu'on considère que il y en a déjà énormément sur le marché, qu'il y a une certaine phase de consolidation qui se fait aussi, et où du coup ces projets sont construits sur les Layer 1 enfin de très beaux projets sont construits sur des Layer 1 existants. Ok. En revanche, on ne va pas du tout se focaliser uniquement sur Ethereum, et on regarde beaucoup d'autres écosystèmes qu'on trouve tout aussi pertinents. Comme, je sais pas, Bitcoin, Solana. Comme Bitcoin, comme Solana, comme Cosmos, comme Bitcoin par exemple. En ce moment, on passe beaucoup de temps sur ce qu'on appelle les Bitcoin Layer 2. Il y a quelques buzzwords dans l'industrie du VC. Tu peux avoir Real World Asset Tokenization, tu peux avoir Liquid Risk Taking et tu peux avoir Bitcoin Layer 2. En ce moment, si tu as un de ces trois-là sur ton deck, en général, tu as l'attention des VC. Ouais, c'est plus un. Ouais, ça a le vent en poupe, disons. Et les Bitcoin Layer 2, en fait, on regarde beaucoup, c'est comment est-ce que tu peux utiliser tes bitcoins de manière similaire aux Ethereum. Enfin, aux Ethers de la même... Ok, pardon, je vais phrase. Comment est-ce que tu peux utiliser tes bitcoins pour, de manière autre que pour sa valeur uniquement monétaire. Ok. Et donc, sur Ethereum, on a vu que les Ethers que tu as peuvent être utilisés dans des protocoles de DeFi et peuvent te générer du rendement additionnel. Et on voit aujourd'hui que sur Bitcoin, beaucoup de propositions aimeraient être mises en avant pour faire ce qu'on appelle un bridge entre la blockchain Bitcoin et d'autres blockchains pour que tes Bitcoins soient utilisés ou pour sécuriser d'autres blockchains, mais ne soient pas uniquement juste là pour leur valeur monétaire. Et donc, on voit une apparition, émergence de ce qu'on appelle les Bitcoin Layer 2, qui te permettrait d'utiliser tes bitcoins de manière autre que juste pour leur valeur monétaire. Ok, intéressant. Ouais. Une sorte de risk-taking un peu interopérable. Exactement. Ok, marrant. En tout cas, on a vu beaucoup de dossiers là-dessus et à ETH Denver, il y avait une sous-conférence dans Denver qui s'appelait Bitcoin Renaissance. Et c'était très impressionnant de voir le nombre de projets déjà assez matures
ou en tout cas déjà assez avancés d'un point de vue tech, qui étaient présents à cette conférence-là. Et c'est quoi votre vision des projets IA? Est-ce que dès que vous voyez marqué IA, c'est Ah ouais, là, vraiment... on a tous les buzzwords là. Ouais. Est-ce que c'est vraiment, oula, attention, warning Il faut faire attention, Ouais. parce que on a une bulle, mais de la même manière que on peut considérer qu'il y a une bulle très forte sur le liquid restaking avec EigenLayer. Ouais. Donc, on fait attention, mais on y porte beaucoup d'intérêt par ailleurs. Donc, tout ça est une question. En fait, on va creuser 4 fois plus pour essayer de comprendre quelle est vraiment la tech derrière, quelle est la validation derrière. On va peut-être chercher davantage de validation points. Et surtout, on va chercher à valider le cas d'usage. Et encore une fois, de la même manière qu'on peut considérer que les tokens ont été un peu hypés à l'époque, et où tout le monde voulait lever en token alors que ça faisait pas forcément de sens, là, on va vraiment chercher à comprendre à chaque fois, est-ce que l'IA a sa place dans cette solution? Est-ce que c'est juste un dénominatif qui est utilisé pour une technologie qui était déjà existante et où juste on lui a mis le label d'IA? Ou est-ce qu'il y a vraiment une technologie defensible qui est propriétaire et qui est spécifique à ce projet-là, qui n'existait pas avant et qui offre un vrai avantage sur le long terme? Et est-ce qu'elle a lieu d'exister sur la proposition en question? Mais évidemment, on pense qu'il y a une intersection très très intéressante entre la crypto, la blockchain et l'IA. Ouais, complètement. Mais il faut redoubler de vigilance. Exactement. Pour que ce soit pas que du vent et qu'une narrative qui soit mise en avant, mais qu'il y ait un aspect très tangible et technologique derrière. Ok. Dernière question, parce qu'on n'a même pas trop parlé encore. Ouais. C'est est-ce qu'on peut revenir sur les projets dans lesquels vous avez investi? Alors, que les projets dont tu as le droit de parler. Alors, sur les investissements dont on a discuté, et il y en a d'autres qui vont être annoncés dans les 2 mois qui viennent. En plus des 6 ou incluant les 6 Incluant. Okay. Après, on est très actifs en ce moment, donc Ouais, il y en aura peut-être des nouveaux. On a pas mal de comités d'investissement prévus pour la fin de la semaine prochaine aussi. On a investi dans une boîte qui s'appelle Syndicate aux États-Unis, aux côtés d'Andreessen Horowitz. On a investi au tout début du fonds. Donc à cette époque-là, on faisait des tickets un petit peu plus petits que ce qu'on fait actuellement. Et c'est une boîte qui va te permettre de mettre en place ta propre DAO de manière facile et efficace en ayant des templates légaux, des templates opérationnels et qui aide également beaucoup de boîtes traditionnelles à aller sur le Web3. Donc ça, c'était vraiment sur notre thèse initiale. L'équipe est extrêmement forte, la boîte se développe est déjà en late stage et est basée aux États-Unis. On a investi dans une boîte en France qui s'appelle Flowdesk, dont je parlais juste avant, où là, on a investi sur la série A et la série B, et on a investi avec Ledger Cathay et Cathay Innovation. On a fait l'annonce en janvier sur BFM TV d'un tour de 50 millions en série B. Et Flowdesk est un market maker sur le marché de la crypto. Donc concrètement, Flowdesk va aider des projets qui émettent des tokens à lister leurs tokens sur des échanges centralisés et décentralisés. Et au lieu d'opérer comme des market makers traditionnels comme GSR, qui est un peu le leader sur ce marché-là, en prenant un pourcentage de la supply des tokens, Flowdesk va opérer avec un business model qui prend un revenu par mois. Donc c'est un SaaS modèle. C'est intéressant parce que ça fait converger en fait les intérêts. Exactement. En fait, c'est toute la proposition de valeur où nous on considère, et Flowdesk considère qu'en fait il y a un désalignement des intérêts entre le market maker et les projets qui émettent les tokens au bout d'une certaine période de temps, en général au bout de 2 ans, puisque en fait quand le market maker prend un pourcentage de la supply des tokens, il peut exercer 2 ans après ce qu'on appelle son call option, c'est-à-dire qu'il peut vendre les tokens qu'il a eu gratuitement du coup, et il peut les vendre au prix auquel le token trade 2 ans plus tard. Sauf que du coup, le market maker va vendre une grosse quantité de tokens pour faire des bénéfices importants. Mais quand tu vends une grosse quantité de tokens, du coup, ça fait baisser le cours du token. Et donc, en fait, à ce moment-là, les alignements entre le market maker et l'émetteur de tokens ne sont plus alignés, puisque toi, en tant qu'émetteur de token, tu n'as pas du tout envie que le cours de ton token baisse, sauf que toi, en tant que market maker, bah, tu as envie de enfin faire les bénéfices sur lesquels tu t'es assis pendant 2 ans, et donc de vendre tes tokens à un prix très intéressant. Et donc, Flowdesk permet de réajuster ces alignements et de faire en sorte que
l'émetteur de tokens et que le market maker aient des intérêts alignés sur le long terme en disant en fait on va pas prendre de pourcentage de tes tokens, en revanche tu vas nous payer tant par mois et donc c'est un retainer model qui est un business model très classique dans l'industrie du VC et qui est ce qu'on appelle les SaaS, Software as a Service, la manière dont ils opèrent où tu vas dire ou même Spotify, ok je te paye 10 euros par mois pour avoir accès à ton service. C'est exactement ce que va permettre Flodesk. Okay. Donc, Flodesk a connu une croissance très, très impressionnante et pendant la période du bear market et pendant la période du bull market actuelle. Et surtout, Flodesk a ouvert aussi maintenant une nouvelle ligne de revenus qu'on n'avait pas anticipée et sur laquelle ne reposait pas notre thèse d'investissement initialement, qui est donc un peu que du bonus, qui est qu'en fait, en décembre, il y a eu l'approbation des ETF, Spot Bitcoin ETF aux États-Unis, et du coup qui permet aux utilisateurs, enfin à des personnes lambda comme toi et moi, d'acheter des parts dans un fonds qui est un fonds traditionnel, donc tu achètes les parts comme si tu achetais des actions classiques, et en revanche ce fonds-là est indexé directement sur le prix du Bitcoin. Du coup ça te permet d'augmenter l'accessibilité du Bitcoin aux retail investors qui n'est pas forcément éduqué sur le Bitcoin. Et pour cela, ces fonds qui opèrent de cette manière-là, dont le fonds Grayscale qui a la plus grosse part de marché et qui est le fonds dominant aux États-Unis, pour cela, ils ont besoin de travailler avec des market makers qui vont apporter la liquidité côté Bitcoin, côté crypto. Et donc, Grayscale avait sélectionné 5 market makers, dont Flodesk. Et donc, Flodesk a réussi à s'établir aux côtés de leaders de l'industrie qui, eux, sont là depuis plusieurs décennies, alors que Flodesk a été créé en 2020 et a réussi à s'établir grâce à un modèle innovant et à une performance très impressionnante. Okay. Donc ça, c'est pour Flodesk. On a annoncé également Midas la semaine dernière, qui tokenise des bons du Trésor américain, qui est régulé en Allemagne et qui a été fondé par Fabrice Grinda et Denis Dinkelmeyer. Et donc on a investi aux côtés de Framework Ventures, Block Tower et HV Ventures. Et on a investi également dans Starton, qui est une boîte basée en France, autour de Seed, et qui permet de donner les bons outils à des développeurs Web 2, sans qu'ils aient besoin forcément d'être eux-mêmes, d'eux-mêmes comprendre le fonctionnement de la blockchain. Et donc, ils vont leur donner un peu des outils clés en main pour que la boîte puisse transitionner et offrir des produits qui reposent sur la blockchain, sans avoir à embaucher toute une armée d'ingénieurs blockchain. Un peu comme ThirdWeb ou un autre que j'avais en tête, Tatum. Oui. Ce genre de choses. Ok, voilà. Intéressant. Et donc tu disais que dans l'équipe vous êtes 2 à plein temps, donc toi et Alban. Oui, exactement. Comment ça se fait que vous ne soyez pas plus Parce qu'on aime bien être une petite équipe. Ouais. Ça nous permet d'avoir... déjà, on marche très bien tous ensemble. C'est-à-dire qu'on a un canal de communication extrêmement réactif et présent avec Mike, Pascal, Benjamin et Denis. Et donc, typiquement, le dernier investissement qu'on a fait, on a pu tout exécuter en 10 jours, ce qui nous donne une force de frappe quand même très avantageuse. Et on a un petit peu peur que si on augmente l'équipe, qu'on perde un petit peu cette agilité. On est un binôme sur lequel on se complète très très bien avec Alban. Et on a mis en place des processus très efficaces avec le reste de l'équipe. Donc, pour l'instant, on ne voit pas le besoin nécessaire d'agrandir l'équipe. Top, merci Marguerite. On va mettre fin à l'interview parce que ça fait un petit moment, mais j'ai encore plein de questions. Ce sera pour une prochaine. Est-ce que tu veux partager peut-être un petit message ou non, restez connectés un petit peu parce qu'on va faire quelques annonces dans les mois qui viennent. On sera à Paris Blockchain Week la semaine prochaine. Et si jamais vous souhaitez nous envoyer votre projet crypto, mon adresse email est marguerite@kate.fr. Génial. Merci beaucoup Marguerite. Merci Gary. Avec plaisir. À bientôt.